Bienvenue dans Terre d'entrepreneurs, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui construisent demain. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un modèle entrepreneurial souvent moins médiatisé, mais pourtant très courant, la reprise d'entreprise. Pour en parler, nous accueillons Jessica Vanet, aujourd'hui dirigeante de Léonide sous la marque Bultaupe, qui a elle-même repris l'entreprise dans laquelle elle travaillait depuis de nombreuses années. Et Marie Lelieur, experte comptable et fondatrice du cabinet Terre d'entrepreneurs spécialisé dans l'accompagnement des repreneurs. Jessica, bonjour. Bonjour Élise. Merci d'être avec nous. Tu es un exemple concret, toi, de salariée devenue dirigeante. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Oui, je suis donc Jessica Vanet. J'ai repris l'entreprise dans laquelle je travaillais en 2020. Alors, c'est pas vraiment reprise d'entreprise puisque j'ai créé ma société, puisque la société Léonide ne s'appelait pas Léonide avant. J'ai repris en 2020 lorsque mon patron m'a proposé de le faire. Donc ça, j'ai commencé chez Bultaupe en 2005, en février 2005. J'ai eu un premier patron, j'ai eu un deuxième patron et j'ai eu un troisième patron en 2009-2010. Et en 2019, ils ont décidé de revendre la société. Il y a eu plusieurs propositions et mon patron m'a dit, écoute, réfléchis Jessica, fais quelque chose parce que ce serait légitime que ce soit toi qui reprennes. En fait, depuis 2015, j'étais seule au magasin. Donc, je me suis retrouvée vraiment dans une boutique où j'ai redressé un peu la barre. Au final, c'était une continuité et au lieu de le faire pour mes patrons, c'était logique de le faire finalement pour moi. Et en fait, en janvier 2020, j'ai fait OK, on va y aller et voilà. Trop bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé auparavant? Tu l'avais imaginé, ce genre de choses? Absolument pas du tout. C'est vraiment fait comme ça. Marie, tu accompagnes régulièrement, toi, les dirigeants dans leurs projets de reprise. Peux-tu nous dire quelles sont les premières questions que se posent généralement les repreneurs? Les premières questions, en fait, quand on vient voir un expert comptable, c'est le go ou le no-go. Ça veut dire j'y vais ou j'y vais pas. Et là, en fait, nous, notre rôle, c'est parfois de dire plusieurs fois sur plusieurs projets à la même personne, non, on n'y va pas, parce qu'en fait, l'équilibre financier n'est pas cohérent. Donc, ça nous arrive régulièrement de mettre des no-go aussi. Ce que j'expliquais aussi à un porteur la dernière fois, c'est que c'est plus facile de dire oui que de dire non. Et de dire non, d'argumenter, ou en tout cas de dire non pas à ce prix-là, ou pas dans ces conditions-là, c'est parfois très chronophage, mais en tout cas, c'est notre rôle de pouvoir aussi dire non, on n'y va pas. Donc, on part de l'équilibre financier. Et c'est pour ça que j'aime les premiers rendez-vous, on n'évoque que l'aspect, on appelle ça ingénierie financière, la faisabilité du projet. Ok. Dans le pourcentage des chefs d'entreprise, des dirigeants, quel est à peu près le taux de repreneurs comparé au taux de créateurs? Alors, peu à aujourd'hui. Moi, je dirais qu'on est sur 20 à 30% de repreneurs, mais ça s'accélère. Ok. Parce qu'avec les départs en retraite, on a mécaniquement une accélération de la reprise d'entreprise et parce qu'il y a des atouts aussi à faire une reprise d'entreprise au lieu d'une création d'entreprise. Ok. Jessica, si je comprends bien, toi, tu as été confrontée finalement aux deux. Tu as créé une entreprise pour reprendre une entreprise? Exactement. La société pour laquelle je travaillais avait beaucoup d'ancienneté. Donc, en fait, elle avait énormément de poids. Donc, c'était pas faisable de reprendre financièrement, en fait. C'était vraiment pas possible pour moi. Donc, c'était plus simple de recréer. Du coup, en fait, on a fait une reprise un peu différente. Donc, quand je suis à la banque, c'était assez facile parce qu'on avait quand même l'ancienneté de l'ancienne société. Donc, en fait, la marque Bultaupe, elle est ancrée. On a notre clientèle. On est situé géographiquement. Donc, voilà. Donc, en effet, c'est une vraie création de société, mais en reprenant un fonds de commerce, en fait. Oui, avec l'avantage de garder la clientèle. Et est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Il y avait d'autres salariés? Il y a 2 salariés, une femme de ménage qui a à tiers-temps et ma collègue, en fait, Manon, qui m'accompagne depuis quelques années maintenant. Donc oui, c'était reprendre aussi les 2 salariés. Ouais. C'est ça, c'est qu'en fait, en reprise d'entreprise, il y a 2 choix. Soit on reprend les parts de l'entreprise, donc toute la coquille avec les fournisseurs déjà existants, etc. Soit on reprend le fonds de commerce. Dans les 2 cas, on reprend les salariés. C'est obligatoire, en fait. On reprend, l'aventure se poursuit avec les salariés. Mais soit on prend la coquille, soit on prend le fonds de commerce. Et donc là, Jessica, elle a choisi tous ses fournisseurs. Elle a choisi sa banque, elle a choisi les prestataires avec qui elle souhaitait travailler. Si elle reprenait la coquille, elle aurait dû réanalyser, rechallenger l'ensemble des partenaires avec qui elle aurait souhaité avancer.
D'un point de vue plus général, Marie, quelles raisons poussent les entrepreneurs à privilégier la reprise? La reprise va permettre d'avoir une rémunération satisfaisante rapidement. Quand on crée une structure, la rémunération d'un créateur, elle va pas être significative dès la première, voire la deuxième année. Quand on fait une reprise d'entreprise, on a déjà un chiffre d'affaires plutôt certain. On sait déjà ce que l'on peut réaliser, donc on a déjà une idée de la rémunération qu'on peut avoir. En création, c'est le grand saut. Voilà. Donc c'est vrai que c'est plutôt rassurant de faire une reprise d'entreprise. On a le chiffre d'affaires, on connaît déjà les marchés. Il y a déjà un gros travail qui est fait sur le marché, l'implantation. Et finalement, créer une société en énergie, en temps et en communication, ça coûte pareil que de reprendre une structure. Jessica, quand on t'a proposé cette reprise, puisque finalement c'est venu à toi, quelles ont été tes premières pensées? Quels sont les points que tu es allé vérifier, chercher pour finalement prendre ta décision? J'en ai beaucoup parlé autour de moi, en fait. J'ai demandé beaucoup l'avis aux gens qui m'entourent. Donc, clairement, pour eux, c'était un feu vert total. Ouais. Voilà. C'était une évidence, en fait. Ça faisait 5 ans que je tenais la boutique seule. En réalité, hein, voilà. Donc, j'avais ma patron derrière, mais ils avaient un regard plutôt extérieur. Ils m'ont fait complètement confiance aussi, hein. Donc, et quand des personnes comme ça vous font confiance, en fait, te font vraiment confiance, bah, d'un seul coup, tu prends aussi confiance. C'est ça qui est chouette. Donc, ça a été hyper rassurant. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, tout ce que je fais aujourd'hui, en fait, ce sera la même chose, mais je le ferai pour moi. Ouais. Donc, voilà. Mais avec une prise de risque un peu différente, tout de même. La prise de risque est différente. Je connaissais mon marché. Oui. Hein, je connaissais mon marché, donc on a fait des projections financières, c'était assez clair. J'avais des dossiers en cours, donc c'est pareil. Là, c'est là où c'était peut-être un peu plus compliqué en termes de montage financier, c'était de reprendre les dossiers qui étaient en cours pour moi les terminer avec ma nouvelle société, refaire signer des contrats aux clients parce que du coup c'était plus les mêmes sociétés. Enfin voilà, ça a été un peu c'est pas un point noir, pas vraiment, mais au moins ça me faisait une base solide. En fait, quand on part pas d'une feuille blanche, c'est beaucoup plus simple. Marie, quels sont les points de vigilance à vérifier quand on reprend une entreprise? Alors, ça va être donc déjà piloté par le haut, par le chiffre d'affaires. Est-ce que l'on va réussir à réaliser le chiffre d'affaires qui permettra de payer l'emprunt? Et c'est vrai que quand on est salarié comme Jessica, c'est assez facile de pouvoir vérifier le dénouement des opérations, de récupérer les chantiers. Donc ça se négocie, ça s'écrit en fait juridiquement dans un document que tel ou tel encaissement sera sur la structure, la nouvelle structure. Premier point de vigilance. Deuxième point, il est social RH. C'est-à-dire qu'on va reprendre des salariés. Est-ce qu'on a l'adhésion de ces personnes? Est-ce qu'on est légitime aussi par rapport au poste? Là, c'est assez clair dans le cas Jessica. Ça l'est beaucoup moins dans beaucoup d'autres cas où en fait on a des leaders, des vrais leaders, des vrais managers, mais qui se heurtent parfois à la reprise des salariés. Il y a beaucoup d'affect en fait dans une reprise d'entreprise et l'aspect social est vraiment important. Mais justement, on parle du cas de Jessica qui était salariée et qui est devenue chef d'entreprise. Comment elle s'est fait cette transition en termes de mindset, si je peux dire, enfin, dans ton état d'esprit, comment ça s'est passé? Comment tu as réussi à passer de ton statut de salarié à ton statut de chef d'entreprise? Eh ben, j'ai pas changé. En fait, c'était une continuité. Ouais. Vraiment, hein, c'était une continuité. La difficulté, il y en a deux. La première, c'est que cette reprise, elle s'est faite en plein Covid. Oh. Donc, les dossiers étaient prêts pour signer le 1er avril. 17 mars, confinement, voilà. Donc là où ça a été un peu compliqué, c'est que j'étais au chômage. Donc du 17 mars, donc j'étais déjà au chômage et j'ai repris la société au mois de mai. Donc sortie Covid, 11 mai, le 18, je signais à la banque. Okay. Voilà. Donc cette attente, elle a été un peu longue. Alors ça m'a permis aussi peut-être de me poser avant de reprendre, mais j'ai quand même continué à travailler. C'est ça qui était un peu compliqué. Et donc quand on a repris, alors, c'était une situation particulière, on était masqués, enfin au niveau du commerce, ça n'a pas repris vraiment comme ça aurait dû reprendre, mais on a quand même continué à travailler et on a super bien travaillé. En fait, 2020, ça a été même 2021, c'est des années extraordinaires en fait pour la marque, voilà, qui était déjà très très forte et du coup ça a été vraiment un bon moment de reprise au final. Et peut-être la deuxième difficulté, parce que je me suis jamais positionnée en tant que patronne, c'était de retrouver ma collègue
mais en position de patronne et plus de collègue. Alors là, c'est un peu plus difficile, je trouve. J'ai pas de formation RH, voilà. Donc, c'est surtout de trouver les bons mots pour parler aux salariés, de peut-être renégocier les contrats, de voir, voilà. Et les entretiens de début d'année avec ma salariée, pour moi, c'est toujours compliqué. C'est parce que c'est pas dans ma nature, en fait. Donc là, je passe un coup de fil à mon ancien patron, Olivier. Tu peux m'aider. Et en fait, il m'a c'est vrai, sur les premiers temps, il m'a bien accompagné là-dessus parce que lui, il a toujours eu les bons mots en fait. Il a toujours été dans ce lead-là en fait. Moi moins, mais c'est tout. Voilà. Alors aujourd'hui, ouais, je commence à avoir un caractère un peu plus forgé, pas sur mes salariés, mais pour mes fournisseurs, pour les renégociations de contrats, par exemple, où là, en fait, bon, quand on est un peu sûr de soi quand même, on connaît bien sa marque, on connaît bien son produit, on connaît ses fournisseurs, on connaît ses interlocuteurs. Bon, d'un seul coup, on doit se positionner de toute façon, sinon on se fait bouffer, clairement. Donc, c'est important, mais la transition salarié-patron, en fait, je l'ai pas vraiment faite. Je suis restée telle que je suis et c'est tout. Enfin, voilà, c'est pas eu de grand changement dans ma vie. J'ai pas flambé non plus. Ça, c'est hyper important et je le dis parce que c'est pas parce qu'on est patron que d'un seul coup on doit rouler en Porsche Cayenne, quoi. Pas, non, c'est pas le but. Voilà, il faut être hyper prudent. J'ai eu la chance justement d'essuyer 3 patrons, donc d'avoir su faire ce qu'il faut faire et savoir ce qu'il ne faut pas faire, surtout. Voilà. Donc, faut rester raisonnable. Faut rester raisonnable, faut consolider sa société, faut avoir des épaules solides, faut, voilà, une bonne trésor, enfin, et c'est peut-être en ça que j'ai plus eu l'esprit, plus que patron, de gérante. Voilà. La gestion, ça, c'est un truc que je maîtrise. Mais quand on vient de l'intérieur de l'entreprise, c'est peut-être plus évident de le voir comme ça. Quand c'est une personne qui vient de l'extérieur, est-ce que une passation entre l'ancienne équipe et les repreneurs est indispensable? Quand c'est possible, oui, c'est indispensable de le faire. Après, le repreneur, il faut pas qu'il balaye tout. Quand on reprend une structure, on a un coût dans la reprise du fonds de commerce, de la marque. Donc en fait, l'idée c'est pas de tout remettre par terre. En fait, ceux qui arrivent et qui me disent je vais changer le nom, je vais changer le concept, etc. Créent. Dans ce cas-là, mais ne reprends pas. L'objectif de reprendre, c'est les premiers mois, les premières années, de pérenniser et après de rajouter ces briques d'innovation et aussi de challenger les salariés avec qui on avance et qu'on reprend. Maintenant, il est sûr que parfois sur une équipe de 10, on va avoir 2 départs de salariés ou alors 2 sujets au niveau social parce que dans la reprise d'entreprise, il y a toute une phase de vérification des comptes, de vérification des payes, de vérification des contrats mis en place au niveau social, les aspects fiscaux. Et on a beaucoup de surprises. Il faut vraiment prendre le temps de le faire, de bien analyser les sujets. Les risques sont quand même assez importants. Des prévoyances qui sont pas mis en place pour les salariés. Un ordre d'idée, mais une prévoyance non mise en place, alors qu'en fait, ça apparaît sur les fiches de paye quand même. Bon, c'est 80 000 à 100 000 euros pour le dirigeant. Voilà, un détail. En plus, on pense que c'est bien fait. Et en fait, ce sera au dirigeant de le payer. Donc, c'est aussi des points d'attention comme ça que vont réaliser le cabinet d'expertise comptable, sur lequel, en fait, le porteur de projet va même pas se rendre compte. On va aller vérifier ces aspects-là, mais qui sont déterminants, en fait. Puis après, c'est au fur et à mesure d'expliquer aux clients que, voilà, il faut faire des avenants systématiquement quand vous reprenez les salariés et que vous changez leurs conditions de travail, que ce soit même des augmentations de salaire, il faut faire des avenants. Voilà, on est là aussi pour accompagner, pour former les dirigeants sur les aspects un peu plus techniques. Bien sûr. Voilà. Toutes ces informations-là, est-ce qu'on peut les avoir en tant que futur repreneur avant de signer, avant de reprendre? Oui, en fait, on signe des accords de confidentialité et on récupère l'ensemble des données comptables et ensuite on va regarder, on va fouiller et puis c'est marrant puisque en fait nous en tant qu'experts comptables, on appelle ça le grand livre, mais c'est vrai que c'est un grand livre, c'est une histoire qui est racontée et on essaye d'en découler ce qui se passe. Là regardez, il a fait ça, enfin voilà, c'est extrêmement intéressant. Moi j'aime bien. C'est quelque chose qui me passionne d'essayer de décrypter ce qui s'est passé, d'essayer de savoir ce qui s'est passé sur l'année et puis d'en ressortir du conseil et de l'accompagnement pertinent pour le repreneur. Donc, par exemple, les investissements, s'il n'y a pas d'investissement ou si les investissements sont totalement amortis, il faut quand même prévoir
un post-entretien significatif en fait sur l'année d'après, et donc ça peut impacter aussi le prévisionnel. Si il y a trop de stock, bon est-ce qu'il y a du vieux stock? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit déprécier au niveau comptabilité? Parce que parfois la dépréciation n'est pas faite en fait. On a du stock mais il est pas déprécié. Donc voilà. Donc en fait on va challenger l'ensemble des postes. On va aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de litige avec les salariés, s'assurer qu'il y ait une reprise sereine. Parce qu'après il faut payer le prêt. Faut payer le prêt. Faut savoir que ceux qui vendent n'avaient pas d'emprunt. Ceux qui achètent ont un emprunt. Ça veut dire que, alors parfois, il y a des dirigeants qui gagnaient très très bien leur vie. Le repreneur doit payer le prêt et se payer. Donc la rémunération va pas être la même. Oui, mais Marie, regarde, il prenait 80 000. Oui, mais dis-toi que sur les mêmes bases, tu ne pourras pas prendre 80 000 en fait. C'est impossible en fait, puisque tu vas payer l'emprunt. Et puis souvent, on part sur un chiffre d'affaires qui perd 10 à 15%, sauf quand c'est les salariés qui reprennent, mais généralement, on a un frottement de 10 à 15% du chiffre d'affaires. Oui, parce qu'il faut avoir ce regain de confiance finalement auprès des clients quand on reprend. Oui, ou alors il peut y avoir des couacs dans la passation. Bien sûr. Des choses qui n'ont pas été dites parfois, voilà, donc on anticipe, on essaie d'être pessimiste et donc de construire un prévisionnel qui semble pour le dirigeant facile à réaliser pour être pas stressé par le remboursement d'emprunt. Donc c'est dire voilà, écoute, si tu fais tant en chiffre d'affaires, tu payes tout et tu te paieras. Et généralement ça détend le dirigeant qui reprend en disant ça va, ça fait que X cuisine à réaliser. Le passage super cuisine, magnifique cuisine, mais ça fait quelques cuisines à réaliser et ça je le fais déjà depuis longtemps, je suis pas inquiète. Enfin voilà. Vous voyez, l'idée c'est en fait que les personnes soient pas stressées par l'aspect financier, c'est de donner 2-3 chiffres à atteindre pour payer les charges. Quelles sont les choses nouvelles que tu as mises en place toi après la reprise? Une des premières choses que j'ai eu envie de faire, c'était de refaire le magasin. Donc on a refait l'entièreté du showroom en fait, accompagné avec un archi avec qui j'avais l'habitude de travailler. Et de là en fait on a invité tous les clients à redécouvrir le showroom. Alors tous mes clients me connaissent, ça fait 20 ans que je suis chez Bulto, donc c'était assez sympa en plus de les voir. Ils étaient tous assez ravis de me revoir et de savoir que j'avais repris, voilà. Donc ça a été l'envie de refaire à mon image aussi ce magasin. On a quand même la chance d'avoir un produit assez exceptionnel en fait chez Bluetop, donc on est sur du haut de gamme, sur du premium. On peut faire plein de choses avec ce produit. C'est toujours très beau. Donc j'avais envie de refaire ce showroom à mon image. On a donné un coup d'éclat en fait dans notre showroom et en collab avec Manon. Ouais. Mais c'est aussi là, je rebondis, Jessica, c'est que il y a une très belle base, un produit magnifique, mais dans les cuisines, par exemple, le cuisiniste est essentiel, est indispensable en fait, dans la projection, l'expérience, elle est très importante. Et parfois, on se heurte à des repreneurs qui reprennent une structure avec une personne en place qui est très performante et qui ont du mal à remplacer le dirigeant qui existait déjà. Ce qui serait le cas, Jessica, si un jour tu vends en fait. Non, personne n'est irremplaçable. Ça, on me l'a déjà dit et je l'ai retenu. Non, parce que ça se transmet en fait. Ce qui est chouette, c'est la transmission. Donc aujourd'hui, j'ai Manon qui m'accompagne. J'ai aussi une apprentie, Louise, mais je prends régulièrement d'ailleurs stagiaire apprenti parce que il faut transmettre. C'est important. Je pense que mon ancien patron, Olivier, il a vraiment vécu comme ça. C'était vraiment une transmission, une passation, voilà, dans le naturel, en fait. Donc, non, personne n'est irremplaçable et infaillible aussi, ça peut m'arriver de faire des conneries, je le dis, je l'assume, mais, non, on a la chance déjà d'avoir un beau produit et je suis assez rigoureuse sur mes chantiers. Donc moi, un chantier commencé, c'est un chantier fini. J'ai jamais laissé personne à l'abandon. C'est extrêmement important pour moi. Donc, et j'ai tendance à prendre soin de mes clients. J'espère qu'ils le reconnaîtront. Mais je mets vraiment beaucoup. Enfin, mes clients, je les bichonne entre guillemets, mais parce qu'ils le méritent et parce que si je suis là, c'est parce que j'ai des clients, quoi. Donc c'est hyper important. C'est des gens qui sont aussi exigeants parce qu'on a un produit exigeant, donc on se doit d'être exigeant. Donc comme je suis exigeante et je sais que les gens peuvent venir chez moi, non pas
alors beaucoup pour la marque, hein, évidemment, Bultop, c'est une marque qui parle, mais ils arrivent aussi parce que je suis Jessica et que ils savent entre quelles mains ils vont être, quoi. Ouais, pour ton expertise, Ouais, finalement. c'est ça. Ouais. Alors toi, tu as la chance d'avoir cette expertise du terrain puisque tu travaillais déjà dans l'entreprise. En revanche, sur l'aspect gestion d'entreprise, Oui. là, tu as dû tout apprendre. Quel a eu le rôle de l'expert comptable à ce moment-là pour toi? Alors, j'avais de la chance parce que je faisais déjà la compta. Ma patronne était expert comptable. Donc, c'est vrai que depuis longtemps, je participais au bilan. Voilà. Donc, j'avais quand même pas mal de recul, en fait, sur la gestion. Après, Terre d'entrepreneur, ça a été un accompagnement aussi pour tout ce qui était financement. Tu m'avais orienté pour l'avocat, voilà, aussi. avec pour me protéger aussi. Donc ça, c'était hyper intéressant. Marie, elle m'a beaucoup aidée sur tout ce qui était prévoyance, le salarial, voilà, sur des choses qui sont obligatoires, dont on n'est pas forcément en effet informé, sur les mutuelles, sur voilà, bien faire attention aussi au niveau des chiffres des prévisionnels, calculer le point mort. Donc ça a été un mot que j'ai appris aussi, le point mort, parce que ça c'est hyper important. Donc de refaire le tableau, de savoir sur les charges fixes, sur le minimum de cuisine à vendre et de marge à dégager pour voilà, payer l'ensemble des charges. J'ai eu financement avec la banque. Alors si on veut parler financement aussi et donc comptabilité, j'ai eu la chance d'avoir aussi un prêt vendeur. Bon ça existe. Oui, Crédit vendeur. Donc quand on s'entend bien avec son ancien patron, donc ça c'est hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qu'est le crédit vendeur? Oui, alors le crédit vendeur, c'est le vendeur qui, en fait, sur tout ou partie du prix de vente, fait un crédit à l'acheteur. C'est-à-dire que, par exemple, si la structure, elle vaut 200 000, il dit, écoute, sur 100 000, tu me le payes sur 3 ans. Ok. Et après, ce qui est top avec un crédit vendeur, c'est que on se dit que le vendeur a confiance Bien en sûr. ce qu'il vend. Il est certain, en fait, du produit qu'il vend. Et donc, ça nous arrive aussi souvent quand il y a alors c'était pas le cas là, mais où il y a un problème d'apport et où, en fait, le crédit vendeur ne rentre pas dans la base de la banque. Et là, ça aide beaucoup à faire passer les dossiers. D'accord. Voilà, on avait monté aussi un dossier avec Initiative Clé. Donc, j'ai eu un prêt à taux zéro, j'ai eu un prêt d'honneur aussi. Donc, toutes ces choses, en fait, qui nous aident à monter, en fait, le dossier pour créer sa société. Et puis, forcément, les accompagnements sur... je fais les factures, après, c'est les enregistrements de TVA, les TVA payés, etc. Donc, parce que comme on achète de la marchandise, on la revend, donc on a forcément tous les mois les reversions de TVA, la rédaction aussi des contrats, donc du nouveau contrat pour Manon, voilà. C'est assez global finalement. Ouais, il y a beaucoup de sujets et en fait, parfois le dirigeant va pas forcément s'en rendre compte. Ce que je disais tout à l'heure, on va s'en rendre compte souvent quand ça ne va pas. Dans nos métiers, c'est quand ça ne va pas ou quand il y a un problème, on se rend compte, voilà. Et comme on est une profession, les experts comptables bossent plutôt tous très bien. Enfin voilà, je pense qu'on est quand même une profession. En fait, il y a rarement des sujets. On va avoir souvent des sujets avec les illégaux, enfin ceux qui ne sont pas experts comptables. Et donc c'est vrai que voilà, c'est bête, mais vérifier que la prévoyance elle est ok, c'est une économie de 80 000 €. En fait, c'est un détail. Vous voyez, c'est un détail important. C'est pas une paille, mais voilà. Et donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont quand même assez importantes. La TVA, en fait, le fait qu'on se charge de la TVA, s'il y a un problème dans la TVA, c'est pour nous, en fait. Vous voyez, la dernière fois, j'avais croisé un auto-entrepreneur qui faisait lui-même sa TVA. Il a eu un redressement de TVA. Il y en a pour 37 000 € qu'il doit payer lui-même. Voilà, c'est quand même pas anodin. C'est pas anodin. Voilà. Donc c'est quand ça ne va pas qu'on se rend compte aussi de ces aspects-là, et on est mauvais communicant aussi sur ce que l'on peut apporter et faire auprès des dirigeants. Tu parlais justement tout à l'heure de la valorisation d'entreprise en lien avec le crédit vendeur, mais justement comment ça se passe? Comment on valorise une entreprise? Alors, il y a pas mal de méthodes. Déjà, il y a une différence entre la valeur et le prix. J'ai déjà vu des structures où en fait les acheteurs ont rajouté un prix significatif au-dessus de la valeur annoncée parce qu'ils voulaient pénétrer ce marché. Ils voulaient être sur ce marché, sur ce lieu, sur cet endroit. Donc c'est vrai que on va sortir une valeur comptable en fonction des actifs, donc en fonction du stock, des investissements qu'il y a, et puis aussi en fonction de la rentabilité qu'elle sort. Puis après, il y a donc ça, c'est la valeur, et ensuite il y a le prix. Moi, sur de la TPE-PME, la valeur va être limitée par l'emprunt.
c'est-à-dire la capacité à payer la banque suite au rachat. Et je pense que c'est déjà un très très bon indicateur. Et donc, il m'est déjà arrivé aussi de construire un prévisionnel et d'aller expliquer au vendeur que le prix, dans tous les cas, n'est pas cohérent par rapport à sa capacité à payer un prêt, en fait. Même s'il y a beaucoup d'apports, ça passe pas, en fait. Donc voilà, la valeur de l'entreprise, en fait, je pense qu'il faut toujours rester très terre à terre. Ouais. Voilà. Je rachète quoi? Combien? Quelle rentabilité? Est-ce que je peux payer l'emprunt? Pour moi, c'est plus important. Après, sur d'autres tailles de structure ou alors sur d'autres formes de structure type start-up, c'est plus du tout les mêmes fonctionnements de valeur, Bien valorisation, en fait. On Bien est sûr. pas sur les mêmes. Merci, on va passer à nos fameux conseils. Jessica, si tu devais donner 3 conseils à quelqu'un qui veut reprendre une entreprise, lesquels seraient-ils? Déjà, il faut se faire confiance quand on a l'amour du produit, qu'on le connaît par cœur, qu'on sait, qu'on a des fournisseurs qu'on connaît aussi depuis des années. Pourquoi pas se lancer, en fait? Je me suis dit, voilà, il faut avoir confiance en soi. J'irais aussi avoir un bon prévisionnel, donc savoir où on va. Donc c'est ça aussi l'avantage d'une reprise, c'est qu'on part pas d'une page blanche. On a des choses qui sont écrites déjà. D'avoir un bon prévisionnel, de savoir où on va, de bien tenir aussi son fichier client, ça c'est hyper important. Et dernier conseil, c'est ce que j'ai dit peut-être tout à l'heure, mais je le redis, c'est ne pas prendre le melon, quoi. Voilà. Ouais. Faut être prudent, faut pas flamber. Voilà. Et franchement, ça stabilise une société, complètement. Ce qui est beau, même dans une reprise, en fait, c'est qu'il y a toujours des nouvelles choses à faire. Il y a toujours une évolution Bien à sûr. faire. Donc, faut pas flamber, faut rester correct. Les 3 premières années sont assez décisives. En général, sur les 3 premiers bilans. Et ça permet après de faire évoluer les choses, quoi. Donc, c'est intéressant. Ouais, finalement, tu prends le meilleur de ce qu'il y avait et Ouais, tu vas donner le meilleur de ce que toi tu as pour Exactement. l'emmener plus loin. Plus loin. Exactement. Ouais. Et toi, Marie, quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui veut reprendre une entreprise? Quels sont les réflexes à avoir? Alors, sur la reprise d'entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas l'activité, je pense qu'il est essentiel soit de faire un stage d'immersion avant, dans une autre entreprise similaire, peut-être pas même dans la région, mais d'aller faire ce stage d'immersion pour bien s'approprier l'activité. Ou sinon, c'est de passer du temps avec tous les salariés sur tous les postes, si on ne connaît pas bien l'activité techniquement. C'est essentiel déjà pour de la légitimité, pour manager correctement les équipes. Et après, il faut arrêter de parler juridique avant chiffre. On peut parler des formes juridiques, de tout ce qu'on veut au niveau de la reprise. L'essentiel, c'est déjà, est-ce que je vais payer tout le monde et me payer moi? Donc déjà, la viabilité du projet et ensuite le juridique vont en découler sur les montages, structure holding, etc. Mais d'abord, la faisabilité, voilà, partir du terre à terre, le chiffre d'affaires, la rentabilité et bien aussi analyser les perspectives marché. Sur certains marchés, les règles changent, la réglementation change et en fait, l'entrepreneur doit avoir un coup d'avance et se projeter. En fait, l'entrepreneuriat, c'est la croyance en l'avenir, en fait. Je crois en ce marché parce que je crois qu'il faut que je me réoriente, je crois qu'il faut que je prenne un virage à ce moment-là. Et puis, l'entrepreneuriat, c'est parfois aussi prendre un petit peu de risque, d'être parfois entre deux eaux. Voilà. Mais je pense que voilà, ces 2 conseils-là sont quand même essentiels et bien se faire entourer. C'est pas parce que je suis expert comptable, mais c'est aussi, il y a des partenaires avocats, des experts comptables, c'est tout un écosystème qui vous permet de sécuriser la reprise. En fait, il y a un petit peu d'ambition quand même et regardez pas, je sais pas, 200 € par-ci. Enfin voilà, je dis pas qu'il faut surpayer, mais mettez quand même un prix pour vous faire bien accompagner, puisqu'après ça peut vraiment coûter beaucoup plus cher. L'accompagnement, c'est hyper, enfin, quand on est bien accompagné, c'est vrai, hein, sur, là, avec Terre d'entrepreneur, sur le déroulé de la reprise, ça a été assez fluide, avec l'avocat aussi, hein, clairement. Donc, être bien accompagné, ça, faut pas hésiter, en fait, à demander aussi. Faut pas avoir peur de demander. Il y a pas de honte à demander. On n'est pas, tous experts comptables, hein, clairement, ouais. loin de là. Donc, il faut pas hésiter à demander. Et une chose aussi que j'ai appris de Olivier, c'est il faut savoir donner pour recevoir. Et ça, c'est hyper important. Voilà, faut pas hésiter à investir, mais à faire les bons choix d'investissement pour ensuite que ça puisse rapporter, quoi. Merci beaucoup Jessica et Marie pour vos éclairages très concrets.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Terre d'entrepreneurs, le podcast produit avec le cabinet Terre d'entrepreneurs qui accompagne chaque jour les entrepreneurs des Hauts-de-France dans le développement de leur activité. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. À bientôt et d'ici là, osez construire demain.